Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Seven Arts. Aujourd'hui, on est avec Perrine qui vient nous parler de son mémoire. Donc, Perrine, déjà présente-toi et dis-nous un petit peu de quoi ça parle. Je m'appelle Perrine, du coup je suis comédienne, je suis en master de dramathérapie, je suis en 2e année et j'ai fait une licence de théâtre à la Sorbonne Nouvelle. Voilà comment se présenter plus simplement. C'est déjà très bien. Du coup, juste avant d'aller plus loin dans le sujet, précise-nous déjà ce que c'est la dramathérapie parce que peut-être c'est un peu étranger comme milieu pour certains. Très flou. La dramathérapie, ça fait un petit peu peur. Enfin, le nom en soi, j'ai l'impression, mais c'est vrai quand j'en parle en soirée ou même dans la vie quotidienne, je demande et pour toi, c'est quoi la dramathérapie? Et les gens ne savent pas me répondre. Okay. Et ils bug. Donc c'est très drôle. Mais donc ça fait un peu peur. Mais la dramathérapie, en fait, déjà le terme drama, ça veut dire action en grec. C'est vraiment le terme action. Et c'est ce qu'on retrouve dans le théâtre. Et en fait, c'est le médium principal avec lequel on travaille. C'est avec le théâtre. Alors le théâtre, c'est hyper large. Ça peut être le théâtre d'ombre, le théâtre corporel, le théâtre de marionnettes. Enfin, c'est vraiment très très large. Et après, en fonction de nos spécialités, on va plus utiliser tel ou tel médium. Donc on utilise le théâtre à des fins thérapeutiques. Donc dans le soin, dans des structures médico-sociales, éducatives. Et on travaille avec tous les publics possibles et inimaginables. On peut travailler avec des personnes en cancérologie, on peut travailler avec des enfants, des adolescents. Enfin, c'est très très large. Moi, je suis en stage en clinique d'addictologie, par exemple. Okay. Donc, par exemple, là, dans ton stage, tu fais quel type d'exercice ou d'activité, ou je sais pas comment on peut appeler ça. En addictologie, ouais. On a une première séance le matin, on fait de l'écriture. Okay. Et ensuite, la deuxième partie de la séance, c'est plutôt un médium artistique en lien avec ce qu'on a travaillé dans la première partie. Donc, par exemple, on aborde un thème, le partage, par exemple. Donc, on écrit des textes en écriture collective ou en écriture individuelle. Okay. Et en deuxième partie, on va créer un objet ou un dessin, etc. Et la deuxième séance, l'après-midi, on fait de la dramathérapie pure et dure. Donc, on fait des improvisations, on fait des exercices de théâtre que tu connais et que on connaît, mais en fait, on peut retrouver les mêmes exercices qu'on fait au théâtre, mais c'est juste qu'on les réfléchit différemment dans le sens où on sait qu'on va faire tel exercice pour tel objectif thérapeutique et qu'on va venir travailler juste jouer quelque chose de ludique pour en fait mettre en confiance les participants et les patients, que tout le monde se sente bien, qu'on crée une unité de groupe. Et donc tout ça, en fait, on utilise les objets, les outils, pas les objets, les outils de théâtre à des fins thérapeutiques. Ok. Et donc, ça fait beaucoup de... je comprends que finalement, il n'y a pas que le mot qui fait peur finalement, peut-être que tout le concept est un peu impressionnant. En fait, il y a beaucoup de choses en fait. Oui, c'est qu'il y a beaucoup de choses, c'est juste, on utilise les outils du théâtre, mais c'est juste pas la même chose, pas le même point de vue, pas pour les mêmes choses. T'as pas les mêmes objectifs et les mêmes attentes à la fin que juste progresser et faire une belle performance. Oui, voilà. Et justement, il y a plus introspectif. Il n'y a pas du tout de notion de performance en dramathérapie. Ouais. Okay. Et du coup, ton mémoire, c'est dans le contexte de la dramathérapie. Le sujet précisément, c'est quoi? Du coup, c'était le mémoire que j'ai fait l'année dernière. J'ai travaillé, en fait, j'ai fait un stage avec des enfants dans une école élémentaire. Okay. Et c'était des enfants de CP, CE1 à peu près, donc 5-6 ans. Okay. Et ils avaient des troubles du comportement assez violents. Et donc, du coup, les professeurs ont demandé de l'aide. Et donc, on les a pris en séance de dramathérapie. Et on a fait avec eux des marionnettes. Okay. Donc, c'était le médium principal pour travailler sur l'unité de groupe, etc., l'écoute. Donc, il y a eu plein d'aléas pendant ce stage. Okay. Mais en gros, c'est ça le stage que j'ai fait. Et donc, le sujet du mémoire, c'était en quoi l'objet marionnettique pouvait être un miroir pour refléter ce qui se passait à l'intérieur des participants, donc les enfants, être un miroir pour refléter les dynamiques de groupe et être un miroir pour refléter les dynamiques institutionnelles. Donc l'institution au sens de l'école élémentaire, okay. Voilà, tout ce qui gravitait autour de l'atelier en particulier. Ok. Wow. Super intéressant. Et ça a duré combien de temps ton stage? Il y a eu 12 séances en tout. Ok. Donc assez rapide, assez court. Ça a duré 3-4 mois, je crois. Vous avez fabriqué les marionnettes?
Ouais, avec en eux? fait, on a fabriqué avec eux les marionnettes. Il y a la dramathérapeute qui a amené des matériaux. Ok. Et donc, ils ont fabriqué, on les a aidés, on a fait du pistolet à colle, ils ont découpé les tissus, etc. Donc, ils ont fabriqué de A à Z. C'était avec un gant, très simplement, un gant avec de la semoule ou du riz. Ok. Voilà, c'était très simple, mais on a fait de A à Z la création. Et il y avait enfin, déjà des profils types de marionnettes ou c'est vraiment eux qui décidaient un petit peu de... Il y a la dramathérapeute qui a amené un modèle. Ok. Mais donc en soi, la base de la marionnette, c'était un gant avec du riz et une boule de balle. Donc ça, c'était le principe type de marionnette. Et après, c'est eux qui choisissaient les tissus, tout ce qu'il y avait autour, c'est eux qui choisissaient. Okay. Donc il y a une construction, enfin il y a quand même un aspect très personnel dans la construction de cette marionnette. Ouais. Et c'était vraiment un moment hyper intéressant et important pour eux de voir comment ils construisaient. Ils étaient hyper minutieux et justement, ils avaient des troubles du comportement. Okay. Mais à certains moments, ils étaient très très concentrés et ça se voyait que ça leur tenait à cœur de A à Z, quoi. Et du coup, ils ont des troubles du comportement. Est-ce que c'était tous ou c'était une majorité? Est-ce que c'était le même trouble aussi? Il y avait 5 enfants dans l'atelier. Okay. Je dirais que il y avait 4 enfants sur les 5 qui avaient un trouble du comportement assez violent. Alors, ils n'ont pas été diagnostiqués. Moi, c'est ce que j'ai écrit dans mon mémoire. Je me suis référée à plusieurs ouvrages. Mais voilà, donc ça, c'est moi qui avance ça, de ce que j'ai pu observer. Et il y avait juste un autre enfant qui venait d'arriver il y a pas longtemps en France. Et donc, il parlait pas très bien la langue. Et donc, du coup, ils l'ont mis dans ce groupe-là pour l'intégrer, pour voir comment on pouvait trouver d'autres moyens de communiquer avec lui. Okay. Du coup, comment ça s'est fait le processus d'écrire ton mémoire? Je suppose que d'abord, tu as un peu observé, enfin, comment t'es arrivé du point A finalement à la fin, à tes conclusions, etc. C'est surtout venu de... J'étais pas mal perturbée pendant le stage parce que justement, c'était des enfants qui demandaient beaucoup. Okay. Et en fait, j'écrivais des comptes rendus à la fin de chaque atelier. Et il y a eu plein de réflexions où je me suis dit, mais il faut que j'aille me documenter parce que toute seule, j'ai pas les réponses. Et donc, en fait, c'est parti plus de là. Et après, je me suis dit que ce serait hyper intéressant, du coup, d'en faire mon mémoire. Donc voilà, mais c'est surtout que j'ai été pas mal perturbée. C'était hyper demandant. Et au niveau du cadre, enfin, on parle souvent de cadre interne quand on est dramathérapeute. Donc, c'est le cadre que nous, on a en tant que... Quand on guide l'atelier, on a un cadre. Et donc, du coup, en dramathérapie, c'est pas comme si on était en atelier où on éduque des enfants. Enfin, dans le cadre éducatif, c'est pas fais ça, etc. C'est vraiment, on essaye de détourner les choses, on essaye d'amener, on essaye d'accompagner. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Je me suis perdue. Mais du coup, voilà, c'est venu plutôt de ça. J'ai été ça a été hyper confrontant, en fait, de travailler avec ces enfants. Voilà, c'est venu de là. Et après, j'ai écrit, j'ai recherché, j'ai lu. Voilà, j'ai créé une grille d'observation que j'ai remplie après toutes les séances, pour le coup. Parce que du coup, c'était déjà beaucoup d'informations à gérer. Donc, Du coup, dans ton mémoire, t'expliques qu'en gros, la marionnette, du coup, tu disais c'était le reflet de l'individu, etc. Mais comment tu l'expliques un petit peu, le fait qu'il y ait ce reflet, et peut-être comment elle se crée aussi cette connexion, par exemple, entre l'enfant et la marionnette? Bah, on dit souvent dans tous les ouvrages de psychologie, etc., on dit souvent que l'outil marionnettique, c'est vraiment un outil où l'individu projette beaucoup. Vu que c'est un objet inanimé, en fait, pour l'animer, on va projeter beaucoup de nos envies, de tout ce qu'on verbalise pas. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le lien avec la marionnette. Et donc, c'est en ça aussi que ça peut être un reflet. Et en fait, j'ai lu pas mal Winnicott, qui est un psychanalyste, qui a expliqué qu'en gros, le premier lien qu'avait le bébé avec quelqu'un d'extérieur, c'était avec sa maman. Et en fait, que le regard de la mère était un miroir qui lui reflétait son existence. Et en fait, c'est parce qu'il se regarde dans le regard de la mère qu'il arrive à comprendre qu'il existe. Et en fait, il y a un truc aussi avec l'objet marionnettique, de reflet, de qu'est-ce qui est extérieur à moi, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui fait partie de mon corps. Et en fait, ça, dans le développement de l'enfant, c'est hyper intéressant et important à aborder. Et surtout avec ces enfants-là, parce que du coup, ils avaient beaucoup de comportements très violents. Et en fait,
Ça, c'est toutes les hypothèses que j'ai fait dans le mémoire, mais ça témoigne au bout d'un moment, dans le développement de l'enfant, dans les étapes un peu typiques, même si c'est forcément différent en fonction de l'éducation et du parcours, etc. Il y a eu des zones de turbulence, quoi. Il y a eu des choses qui se sont pas passées comme prévu dans le développement. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper intéressant avec ces enfants-là en particulier, de revenir avec des choses, on dit plutôt archaïques, donc très enfantins en fait, pour venir retravailler ce qui a pas été intégré pour les étapes qui ont été un peu sautées. Voilà, les étapes qui ont été perturbées. Et du coup, l'objet marionnettique, c'est quelque chose qui est hyper intéressant à travailler avec ces enfants. Est-ce qu'à la fin, tu as observé un progrès, par exemple, au bout, je sais que 12 séances, ça doit pas forcément être beaucoup, mais... Alors, c'était hyper court. Je pense qu'à la base aussi, il y avait une réflexion de la constitution du groupe avec ces enfants-là, qui a pas été réfléchie en amont, ou en tout cas, ce que j'ai décrit dans le mémoire, c'est que l'institution était vraiment en panique et en manque de ressources. Et en fait, les professeurs étaient épuisés de ces enfants-là, qui étaient très, très demandants en classe. Et quand tu as 20 élèves à gérer c'est super... Qui compte pour 20, je pense. Bah, c'est ça. Et du coup, il y avait vraiment une fatigue du corps enseignant. On a eu l'impression que les enseignants, ils avaient rassemblé tous les éléments perturbateurs, et qu'ils les décrivaient comme ça. Et en fait, le truc, c'est que c'était très compliqué de travailler l'unité de groupe. Parce que du coup, c'est un peu comme des météorites qui viennent se percuter. Et en fait, du coup, ça matchait pas. Donc, de ce qui est juste de l'individu avec l'objet marionnettique, on a pu observer des choses très significatives sur le lien à la mère, par exemple, le lien maternel, l'identité, par exemple. Il y a un enfant à la fin de l'atelier qui avait projeté dans sa marionnette que c'était une petite fille, et en fait, il a voulu qu'on le genre à elle. Il y a eu tout un truc avec l'identité et le genre, etc., qui est ressorti. Donc, on a observé pas mal de trucs quand même. Mais en tout cas, avec le groupe, c'était compliqué. Et en fait, la manipulation des marionnettes en soi, ça reflétait aussi l'impossibilité pour eux de communiquer entre eux. Et en fait, il y avait très peu souvent des marionnettes qui se parlaient ensemble. Oui, c'était très individuel. C'était très individuel. C'était des passages plutôt... chacun construisait son décor, faisait jouer la marionnette dans le décor, et chacun passait... C'était très compliqué de faire tous ensemble. C'est peut-être aussi une question de temps. Donc il y avait peu de séances, il fallait déjà qu'ils se l'approprient individuellement. Je pense qu'il aurait fallu aussi travailler en amont avec eux, en individuel. Ça aurait pu créer plus de cohésion et de dynamisme. Du coup, plus tard, toi, tu voudrais faire ça aussi, intervenir auprès des enfants Moi, en tant que dramathérapeute, j'aimerais bien travailler plus avec des patients adultes. Je trouve ça... c'est très intéressant. Tous les publics sont hyper intéressants. C'est juste que moi, vu que je suis directrice de séjours de vacances, les enfants et les adolescents, je les connais plutôt dans cette partie-là. Et je trouve que dans un cadre de dramathérapie, il y a toujours le côté éducatif qui est forcément là, parce que c'est des enfants et qu'il faut rappeler les règles, etc. Et je trouve que en tant que dramathérapeute, c'est compliqué d'allier les deux, en fait. Donc, je préférais plutôt travailler avec des patients adultes ou adolescents. Ok. Tu as parlé de décors, de petites scènes. Justement, qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement dans les séances On a créé les séances au fur et à mesure, parce qu'avec ce groupe, on s'est beaucoup adapté. On a créé un rituel au début. Dès qu'on rentrait dans la salle, il y avait un tapis. Et donc, pour éviter que les enfants aillent dans tout l'espace, parce qu'il y avait plein de trucs partout, et que donc ils étaient vraiment explosifs, quoi. On a créé un rituel donc de ronde où ils se mettaient sur le tapis pour compter tous ensemble. Et ensuite, donc ça c'était le rituel du début. Et ensuite, on passait à la phase de création des marionnettes, qui a duré quand même pas mal de temps. Et après, au niveau du jeu, du coup, on crée un espace avec des chaises, donc espace de spectateurs-spectatrices, et un espace de jeu. Donc au début, c'était sur une petite table. Après, on a changé d'espace. Mais ils utilisaient souvent les briques qu'il y avait pour créer des décors. Voilà, il y avait des instruments de musique aussi. Enfin voilà, en fait, on adaptait le décor en fonction de ce qu'ils trouvaient et de ce qu'ils voulaient raconter. C'est eux qui décidaient. Ils vous disaient ou ils faisaient ils nous disaient. Au début, on leur demandait de quoi ils avaient besoin. Donc, ils créaient le décor et on les aidait à créer le décor.
Est-ce qu'ils avaient besoin de d'autres marionnettes pour jouer? Donc souvent oui, ils empruntaient les marionnettes des autres pour jouer. Ils jouaient pas avec les autres, mais par contre ils empruntaient les marionnettes des autres pour jouer avec. Donc, mais c'était hyper intéressant. Et donc voilà. Et ensuite, avant de commencer l'histoire, ils racontaient ce qu'ils allaient faire. Et ensuite ils jouaient l'histoire. Et on demandait avant qu'ils jouent s'ils avaient besoin de quelqu'un. Donc soit la dramathérapeute ou moi en tant que stagiaire, mais je guidais aussi l'atelier. Est-ce qu'ils avaient besoin de nous dans l'histoire ou est-ce qu'ils avaient besoin d'aide? Et ensuite, ils déroulaient leur histoire. Et il y a des choses qui revenaient de séance en séance. Et c'était très intéressant. Par exemple, ça m'a marqué, j'en ai parlé dans le mémoire, mais je l'ai relu en plus, du coup je l'ai en tête. Mais il y a une participante qui a construit une maison, qui a figuré une maison avec des briques. Et elle dit ils ont oublié d'éteindre la gazinière dans la cuisine. Et la maison explose. Et en fait, ça lui faisait vraiment plaisir et du bien. C'était hyper jouissif pour elle de tout casser, de casser toute la maison. Et quand on lui a dit mais ils ont réussi à sortir de la maison les personnages, enfin la famille, et elle remettait les briques sur les personnages pour pas qu'ils sortent. Il y avait un côté très très jouissif à ça. Et cette histoire de destruction, elle est revenue plusieurs fois en séance. Et il y a un autre participant aussi qui a repris ce truc de maison détruite. Et donc ça peut témoigner de plein de choses. Alors après, nous, on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Mais en tout cas, il y a un truc d'exutoire et de... j'extériorise ça quelque part, quoi. C'est ça qui m'a plus marqué. Et sinon, c'était la dernière séance. On avait mis donc des tables et on avait mis un tapis. On avait fait un décor. Nous, avant la séance, on l'avait préparé, le décor. Et quand ils sont rentrés, les participants, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit parce que je pense que ça, c'est des données qui sont hyper intéressantes aussi à réfléchir, enfin à questionner. C'est on leur propose et eux, ils ont l'impression qu'on leur impose un décor. Et donc, je pense qu'il y a eu quelque chose là-dessus. Mais du coup, il y a quand même un des participants qui a réussi à jouer. Et au bout d'un moment, donc il y a la dramathérapeute qui jouait avec lui, donc avec sa marionnette. Donc il y avait les deux marionnettes et donc ceux qui manipulaient. Et au bout d'un moment, il y a le participant qui a saisi la marionnette de la dramathérapeute et qui s'est mis à jouer avec. Et en fait, ça s'est jamais arrivé en séance. Et en fait, il y a quelque chose de j'ai besoin maintenant de faire vivre ces deux personnages ensemble. C'était hyper beau, hyper intéressant. Une question de confiance aussi, non? Parce que je suppose qu'il faut prendre confiance en soi pour prendre comme ça la marionnette de quelqu'un d'autre qui est en train de jouer aussi, surtout un adulte. Oui, il y a un truc de confiance de comment va réagir l'autre. Et en même temps, il y a aussi cette dimension de je suis tellement happée par le jeu que je réfléchis pas et que je réfléchis pas. Dedans. Et en fait, c'est ce qui est hyper intéressant en dramathérapie, c'est que justement, je suis tellement aspirée par le jeu que je réfléchis pas et que du coup, j'arrive à accéder à des choses que j'aurais pas verbalisées ou pas pas dites. Ou tu réfléchis pas à ce que tu fais et du coup, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de toi qui sort. C'est très intense. Il y avait vraiment des moments où ils étaient très concentrés et alors d'un côté ils étaient très explosifs et très violents et pourtant il y a eu des moments où ils étaient très très doux avec les marionnettes justement. Et du coup ce paradoxe là c'était hyper impressionnant. Est-ce que tu as eu des échos par exemple des enseignants comme quoi ça les a peut-être apaisés ou je sais pas? Et j'en parle aussi dans mon mémoire, mais en fait c'est du coup l'objet marionnettique c'était vraiment aussi le reflet de ce qui se passait dans l'institution et comment ils arrivaient à investir l'atelier. Ça montrait aussi toutes les problématiques qu'il y avait autour. Et en fait, nous, avec la dramathérapeute, on a eu très très peu de temps de communication avec les enseignants. On a eu une réunion à la fin de tous les ateliers pour expliquer comment ça s'était passé. Et en fait, il n'y a aucun enseignant qui a pu venir. Et en fait, du coup, on a fait un compte rendu et on n'a jamais eu d'échange, en fait, avec les enseignants. Ou alors, au détour de 3 couloirs. Et la plupart du temps, quand on les croisait, ils disaient « Ah bon courage ». Oui, il y avait vraiment cette sensation que c'était pour s'en débarrasser. Oui, c'était vraiment un poids et c'était la pression de « Ah faites ce que vous pouvez, quoi ». Sachant que nous, on intervenait qu'une fois par semaine, on n'était pas dans l'école, on n'avait pas de personne référente sur le lieu pour échanger, pour adapter, pour au mieux. Ou et même ça, pour informer de ce qui se passait, de l'évolution.
même pour informer. Et alors, c'est des choses pratiques, mais par exemple, il y avait des enfants qui avaient des sorties, ben, on n'était pas tenus au courant. En fait. Et du coup, ça, c'était très compliqué. Et ça fait partie du cadre aussi, mine de rien, qui va influer sur l'atelier. De comment ça se passe, comment ça se déroule, comment l'atelier est présenté aux enfants, aux participants. Enfin, tout ça, c'est des choses qui viennent impacter, en fait, ce qui se passe proprement en séance. Je suppose que du coup, vu qu'il n'y a pas eu ce contact avec les enseignants, il n'y a pas eu de contact non plus avec les parents. Enfin, pas du tout. On n'a pas du tout. Parce que ça aurait peut-être pu, je sais pas, avoir un impact un peu plus fort au-delà de l'école, mais du coup, vous ne savez pas. Quoi. Et non, on ne sait pas. Et alors ça, c'est un peu les limites aussi de notre métier. C'est qu'il faut qu'on apprenne qu'on est là pour accompagner et pas sauver les patients, les participants, etc. Donc ça, c'est le premier point qui est hyper important pour nous. Et aussi que parfois, il y a des limites et des contraintes pratico-pratiques et qu'en fait, nous, on intervient très souvent une fois par semaine. On n'a pas de lien. Et en fait, après, on peut demander, etc. Mais c'est au-delà de notre cadre, en fait, d'intervention. Mais oui, moi, je me suis sentie hyper frustrée à la fin de pas avoir pu discuter avec les enseignants, voir s'il y avait eu des progrès, des changements. Parce que parfois, ça se voit pas du tout en séance. Et en séance, c'est le chaos total. Et en fait, petit à petit, ça évolue quelque part. Et c'est réinvesti dans un autre endroit. Et ça, mais du coup, tu le sais. On sait pas. Mais voilà. on espère, en tout cas. Est-ce qu'ils ont pu repartir avec leurs marionnettes? Ouais. Je me posais la question. Oui. Ils sont repartis avec leurs marionnettes. C'était hyper important pour nous qu'ils les aient. Et en fait, à chaque fin de séance, on les remettait dans une valise que la dramathérapeute elle gardait dans une armoire dans la clé. Et ça, c'était très compliqué pour eux. De les rendre à chaque fin de séance. Oui, alors que c'est la leur et qu'ils l'ont créé. Qu'ils l'ont créé, il y avait beaucoup de projections et d'attachement à la marionnette. Et ça, c'était très compliqué. Et alors, c'était une grosse libération de leur donner à la fin de l'atelier. Est-ce qu'ils leur ont donné des noms? Je suis super intriguée du lien qu'ils ont créé en fait avec. Bah, c'est venu au fur et à mesure. Alors il y a des participants qui donnaient plusieurs noms en fonction des histoires. En fonction des. Alors pas des histoires, mais je crois que ça a dû varier 2-3 fois. Et il y a des participants, c'était un nom qu'ils avaient inventé. Et il y a un des participants qui a justement pas pu aller jusqu'au bout des ateliers parce qu'il était violent. Envers les autres, envers ses camarades, très très violent. Et en fait, quand on s'occupait d'un... Enfin, bon, on pouvait pas être partout, quand t'avais le dos tourné, et en fait, ça devenait juste dangereux, et par sécurité, on n'a pas pu continuer avec lui. Donc, il a loupé les 4 dernières séances, je crois. Mais par contre, on lui a rendu sa marionnette. Et quand on lui a rendu sa marionnette, il l'a regardée. Et il y a eu un temps de... Est-ce qu'il la reconnaît? Enfin, il y a eu vraiment un temps de... Est-ce que c'est ma marionnette? Et ensuite, il lui a fait un gros câlin. Et en fait, il lui avait pas donné de nom jusque-là. Et on lui a demandé comment il s'appelait. Et il a dit son propre nom pour la marionnette. Et en fait, parfois, il y a vraiment un miroir. Et je projette ce que je suis, ou en tout cas ce que j'ai envie d'être dans la marionnette. Là, ça pourrait être sa partie douce, justement. Bah, par exemple. Ça peut être des parties de nous qu'on projette et qu'on réinvestit dans cet objet-là. Du coup, là, t'es en M2. Je suppose que tu as un autre mémoire à faire. Oui. Est-ce que tu as un autre stage à faire? Là, cette année, je suis en stage aussi. J'ai des nouveaux stages. Je suis en clinique d'addictologie les vendredis avec des patients adultes. Je suis en stage en autonomie. Donc là, c'est moi qui lis toute seule avec une comédienne des ateliers d'écriture pour des groupes de femmes. Et je suis en stage en institut médico-éducatif, j'arrive pas à parler, en institut médico-éducatif avec des enfants et des adolescents qui sont en situation de handicap. Et on fait de la dramathérapie. Voilà, ça c'est les 3 stages que... Un très large public, enfants, ados, adultes... Ouais, et l'année dernière, j'ai travaillé en unité protégée Alzheimer. Dans un EHPAD aussi. Et du coup, finalement, tu prépares avec les adultes? En dramathérapie, ouais, je pense l'année prochaine, j'aimerais bien que je serai diplômée l'année prochaine. J'aimerais bien travailler avec les adultes. Et plus de façon ponctuelle, comme là avec les enfants, quelques séances, ou vraiment un truc plus régulier, peut-être, je sais pas trop comment ça se passe ou comment ça se fait? Alors, je pense que ça dépendra aussi de... Parce que vu que je suis comédienne,
et que du coup j'ai des projets aussi à côté. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais j'aimerais bien, oui, trouver une structure dans laquelle je peux intervenir souvent, ouais, pour avoir un suivi long avec les patients. Je trouve ça important. Je sais que j'ai une fille de ma promotion qui est en stage en séance individuelle et c'est hyper intéressant, elle me dit. J'aimerais bien essayer, mais pour le coup là, pour l'instant, je me sens plus à l'aise en groupe. Et au fur et à mesure, je pense que j'apprendrai. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire en individuel. Et du coup, tu continueras un peu sur la marionnette ou... Je sais que j'ai fait une formation qui est très corporelle, une formation théâtrale qui était très corporelle, donc le corps. J'aimerais bien faire des stages en clown, parce que là, on a eu des cours de clown cette année, en expérientiel, donc on a pratiqué. Mais j'aimerais bien plus aller plus loin et faire des stages. Et l'objet marionnettique, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. J'ai fait un stage au théâtre Mouffetard, mais c'était assez court. Et j'aimerais bien aussi approfondir ça. Oui, donc t'as pas une branche particulière. Non, en fait, c'est assez large. Et en fait, il y a ça aussi, c'est qu'en fait, pratiquement parlant, on s'adapte aussi beaucoup par rapport à ce qui émerge en séance. Et si il y a besoin de danser et on sent qu'on a besoin de danser avec un patient ou machin, et bah on s'adapte et on fait quoi. Ça dépend aussi de notre parcours, je pense. Ok. Bah trop bien. Merci beaucoup, Perrine. Bah merci. J'espère que vous en aurez appris beaucoup sur tout ce qui est dramathérapie. D'ailleurs, pourquoi on dit objet marionnettique? Est-ce que c'est juste plus cool ou... Non, je l'ai carrément expliqué. Alors, normalement, on dit marionnette, mais moi, je voulais vraiment pointer sur le fait que c'est un objet inanimé que l'enfant et le participant va venir animer. Et du coup, c'était un peu pour pointer du doigt l'action qu'a le participant sur la marionnette. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça objet marionnettique dans mon mémoire. Trop bien. Mais voilà. Mais si on dit marionnette aussi. Hein. Oui, non, mais je me demandais si c'était peut-être le nom scientifique ou je sais pas. Non, pas du tout. Mais ok, c'est juste pour illustrer le côté... Ouais, le côté inanimé, animé et l'action de celui qui va jouer avec. On espère que ça vous aura plu comme sujet. Merci beaucoup, Perrine, d'être venue, en tout cas. Merci à vous. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain podcast dès dimanche prochain.